Chapitre 4. Babiti Lapina et la souche qui gloussait. Il y a longtemps, dans un pays lointain, vivait un roi stupide qui avait décidé qu'il devrait être le seul à disposer de pouvoirs magiques. Il ordonna donc au chef de son armée de former une brigade de chasseurs de sorcières à qui il fournit une meute de chiens noirs et féroces. En même temps, il fit lire un avis dans chaque ville et village du royaume. « Le roi recherche un professeur de magie. » Aucun sorcier, aucune sorcière véritable n'osèrent se porter volontaires à ce poste, car tous se cachaient pour échapper à la brigade des chasseurs de sorcières. Cependant, un rusé charlatan, qui n'avait pas le moindre don en matière de magie, vit là une chance de s'enrichir et arriva au palais en prétendant être un sorcier d'un immense talent. Le charlatan exécuta quelques tours très simples qui convainquirent le roi stupide qu'il possédait des pouvoirs magiques et il fut immédiatement nommé grand mage en chef, maître de magie personnel du roi. Le charlatan demanda au monarque de lui donner un grand sac d'or afin qu'il puisse acheter des baguettes magiques et d'autres objets nécessaires à la pratique de son art. Il exigea également plusieurs gros rubis qui devaient servir à des sortilèges de guérison et une ou deux coupes d'argent pour y conserver et y faire infuser des potions. Le roi stupide lui fournit tout cela. Le charlatan mit son trésor en sûreté dans sa propre maison et retourna dans le parc du palais. Il ne savait pas qu'il était observé par une vieille femme qui habitait une masure en bordure du parc. Elle s'appelait Babiti et c'était la blanchisseuse chargée d'entretenir la douceur, la blancheur et le délicat parfum de tout le linge du palais. L'épiant à l'abri des draps qui séchaient, Babiti vit le charlatan arracher 2 petites branches de l'un des arbres du roi puis disparaître à l'intérieur du palais. Le charlatan donna une des branches au roi et lui assura qu'il s'agissait d'une baguette magique dotée d'un formidable pouvoir. « Mais elle ne fonctionnera, ajouta le charlatan, que lorsque vous serez digne d'elle. » Chaque matin, le charlatan et le roi stupide sortaient dans le parc du palais où ils brandissaient leurs baguettes et criaient des inepties en direction du ciel. Le charlatan veillait à exécuter d'autres tours afin que le roi continue de croire à son talent de grand mage et au pouvoir des baguettes qui avaient coûté tant d'or. Un matin, alors que le charlatan et le roi faisaient tournoyer leurs baguettes et sautaient en rond en scandant des rimes dépourvues de sens, un gloussement de rire parvint aux oreilles du roi. À la fenêtre de sa minuscule chaumière, Babiti la blanchisseuse observait le monarque et le charlatan en riant si fort qu'elle disparut bientôt de leur vue car elle n'avait plus la force de rester debout. « Oh, je dois sincèrement manquer de dignité pour faire tant rire la vieille blanchisseuse, » dit le roi. Il cessa de sauter en rond et de faire tournoyer sa baguette, puis fronça les sourcils. « Oh, je suis las de m'entraîner. Quand serai-je prêt à jeter de véritables sortilèges devant mes sujets mages ?» Mes sujets mages, pour l'interrogation. Le charlatan s'efforça d'apaiser son élève, lui affirmant qu'il serait bientôt capable de réaliser de stupéfiants prodiges, mais le rire de Babiti avait vexé le roi stupide, plus que ne pouvait s'en douter le charlatan. « Demain, dit le monarque, nous inviterons notre cour à voir le roi faire une démonstration de magie. » Le charlatan comprit qu'il était temps d'aller chercher son trésor et de prendre la fuite. « Hélas, votre majesté, c'est impossible. J'avais oublié de dire à votre majesté que demain je dois partir pour un long voyage. Si tu quittes ce palais sans ma permission, mage, ma brigade de chasseurs de sorcières te traquera avec ses chiens. Demain matin, tu m'aideras à montrer mes pouvoirs magiques devant les dames et les seigneurs de ma cour, et si quelqu'un se moque de moi, je te ferai trancher la tête. » Le roi rentra à grands pas dans son palais, laissant le charlatan seul et apeuré. Toute sa ruse ne suffirait pas à le sauver, désormais, car il ne pouvait ni s'enfuir, ni aider le roi avec des pouvoirs magiques dont tous deux étaient dépourvus. Cherchant un exutoire à sa peur et à sa colère, le charlatan s'approcha de la fenêtre de Babiti la blanchisseuse. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur et vit la petite vieille occupée à polir une baguette magique. Derrière elle, dans un coin, les draps du roi se lavaient tout seuls dans un baquet en bois. Le charlatan comprit aussitôt que Babiti était une véritable sorcière, et puisque c'était elle qui l'avait mis dans une terrible situation, elle pouvait également l'en sortir. « Vieille toupie !» rugit le charlatan. « Ton éclat de rire m'a coûté cher. Si tu ne m'aides pas, je te dénoncerai comme sorcière, et c'est toi qui seras déchiqueté par les chiens du roi. » La vieille Babiti sourit au charlatan et lui assura qu'elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour l'aider. Le charlatan lui ordonna alors de se cacher dans un fourré pendant que le roi se livrerait à sa démonstration de magie et de jeter les sortilèges à sa place, à son insu. Babiti accepta, mais elle posa une question.
Et si le roi essaye de lancer un sort que Babity ne peut exécuter ?» Le charlatan eut un rire moqueur. « Oh, ta magie dépasse de très loin l'imagination de cet imbécile, » affirma-t-il. Et il se retira au château, très satisfait de sa propre ingéniosité. Le lendemain matin, toutes les dames et tous les seigneurs du royaume se rassemblèrent dans le parc du palais. Le roi monta sur une estrade dressée devant eux, le charlatan à ses côtés. « Je vais commencer par faire disparaître le chapeau de cette dame, » annonça le monarque en pointant sa petite branche d'arbre sur une femme de la noblesse. Caché à proximité au creux d'un fourré, Babity pointa sa baguette sur le chapeau et le fit disparaître. Grands furent l'étonnement et l'admiration de la foule, et bruyants les applaudissements qui saluèrent le monarque ravi. « Maintenant, je vais faire voler ce cheval !» s'écria le roi en dirigeant sa branche d'arbre sur son propre destrier. Dans le fourré, Babity pointa sa baguette sur le cheval, qui s'éleva haut dans les airs. La foule, plus enthousiaste et plus éblouie que jamais, exprima par une grande clameur son appréciation des talents magiques de son roi. « Et maintenant, » reprit le monarque en regardant alentour à la recherche d'une idée, le capitaine de la brigade des chasseurs de sorcières courut alors vers lui. « Votre Majesté, dit-il, Sabre est mort ce matin, après avoir mangé un champignon vénéneux. Ramenez-le à la vie, Majesté, grâce à votre baguette. » Et le capitaine hissa sur l'estrade le corps sans vie du plus grand des chiens de chasse aux sorcières. Le roi stupide brandit sa petite branche et la pointa sur le chien mort. Mais dans le fourré, Babity sourit et ne se donna même pas la peine de lever sa baguette, car aucune magie ne peut ramener les morts à la vie. Voyant que le chien ne bougeait pas, la foule se mit d'abord à murmurer, puis à rire. On soupçonna que les 2 premiers exploits du roi n'étaient finalement que de simples tours d'illusionniste. « Pourquoi ça ne marche-t-il pas ?» s'écria le roi en se tournant vers le charlatan. Celui-ci songea qu'il ne lui restait plus qu'une seule ruse possible. « Là, votre majesté, là !» s'exclama-t-il en montrant du doigt le fourré dans lequel Babity s'était caché. « Je la vois clairement, une mauvaise sorcière qui lance ses propres sortilèges maléfiques pour empêcher votre magie d'opérer. Qu'on l'arrête, que quelqu'un se saisisse d'elle !» Babity s'enfuit aussitôt du fourré et la brigade des chasseurs de sorcières se lança à sa poursuite, lâchant ses chiens qui se mirent à aboyer, avides du sang de leur proie. Mais alors qu'elle atteignait une haie basse, la petite sorcière disparut, et quand le roi, le charlatan et tous les courtisans passèrent de l'autre côté, ils virent la meute de chiens de chasse aux sorcières aboyer en grattant la terre autour d'un arbre courbé par l'âge. « Elle s'est changée en arbre !» s'écria le charlatan, et, de peur que Babity reprenne sa forme humaine, il le dénonce, il ajouta « Faites-la abattre, votre majesté. C'est la seule façon de traiter les sorcières maléfiques. » Une hache fut aussitôt apportée, et l'on abattit l'arbre sous les acclamations des courtisans et du charlatan. Cependant, tandis qu'il s'apprêtait à retourner en palais, un gloussement de rire sonore les figea sur place. « Imbécile !» s'écria derrière eux la voix de Babity qui s'éleva de la souche de l'arbre abattu. « Il est impossible de tuer un sorcier ou une sorcière en les coupant en deux. Si vous ne me croyez pas, prenez la hache et essayez donc de couper le grand mage en deux. » Le capitaine de la brigade des chasseurs de sorcières était impatient de faire l'expérience. Mais alors qu'il levait la hache, le charlatan tomba à genoux, criant grâce et confessant son infamie. Tandis qu'on le traînait vers les cachots, la souche de l'arbre se mit à glousser plus bruyamment que jamais. « En coupant une sorcière en deux, vous avez déclenché un épouvantable maléfice sur votre royaume, dit-elle au roi pétrifié. Désormais, chaque fois que vous ferez du mal à l'un de mes semblables, sorcières ou sorciers, vous sentirez comme un coup de hache dans votre propre flanc, et la douleur sera telle que vous souhaiterez en mourir. » Le roi, à son tour, tomba alors à genoux et déclara à la souche qu'il allait immédiatement rédiger une proclamation par laquelle tous les sorciers et sorcières du royaume seraient protégés et autorisés à pratiquer leur magie en paix. « Très bien, » répondit la souche, « mais vous n'avez pas réparé vos torts envers Babity. »« Tout, je ferai tout ce que vous voudrez, » s'écria le roi stupide en se tordant les mains devant la souche. « Vous élèverez sur moi une statue de Babity en souvenir de notre pauvre blanchisseuse et pour vous rappeler à jamais votre propre stupidité, » dit la souche. Le roi accepta aussitôt et promit d'engager le plus éminent sculpteur du pays pour qu'il fasse une statue en or pur. Puis, le roi, honteux, et tous les nobles seigneurs et dames de la cour retournèrent au palais, laissant la souche glousser de rire derrière eux. Lorsque le parc fut à nouveau désert, un vieux lapin robuste et moustachu, une baguette magique serrée entre les dents, sortit en se tortillant d'un trou entre les racines de la souche. Babity traversa le parc à grands sauts
et s'en alla très loin. À tout jamais s'éleva alors sur la souche une statue d'or représentant la blanchisseuse, et plus aucun sorcier, plus aucune sorcière ne furent persécutés dans tout le royaume. Commentaire d'Albus Dumbledore sur Babity Lapina et la souche qui gloussait. L'histoire de Babity Lapina et la souche qui gloussait est de bien des manières le plus réaliste de tous les contes de Biddle, en ce sens que la magie qu'il y est décrite est presque entièrement conforme aux lois magiques que nous connaissons. C'est à travers cette histoire que beaucoup d'entre nous découvrirent pour la première fois que la magie était impuissante à ramener les morts à la vie. Ce fut un grand choc et une grande déception, convaincus que nous étions dans notre enfance, que nos parents avaient le pouvoir de réveiller nos rats ou nos chats morts d'un coup de baguette. Bien que 6 siècles se soient écoulés depuis que Biddle a écrit ce conte et alors que nous avons inventé d'innombrables moyens d'entretenir l'illusion d'une présence continue, dans le monde des sorciers, les photos et les portraits bougent, et dans le cas de ces derniers, parlent exactement comme la personne qu'ils représentent. D'autres rares objets, tels le miroir du Rized, peuvent également révéler qu'une image statique d'un être cher. Les fantômes sont des versions transparentes, mobiles, parlantes et pensantes de sorciers et de sorcières qui ont souhaité, pour une raison ou une autre, demeurer sur Terre. Donc J.K. Rowling. Les sorciers n'ont toujours pas trouvé une manière de réunir le corps et l'âme après la mort, ainsi que l'éminent philosophe de la sorcellerie Bertrand de Pensée Profonde l'a écrit dans sa très estimée étude sur la possibilité d'inverser les effets réels et métaphysiques de la mort naturelle, concernant en particulier la réintégration de l'essence et de la matière. Laissez tomber, on n'y arrivera jamais. Le conte de Babity Lapina nous offre cependant l'une des premières évocations littéraires d'un animagus. Babity, la blanchisseuse, est douée, en effet, de cette rare faculté magique qui consiste à pouvoir se transformer à volonté en un animal. Les animagis ne représentent qu'une petite partie de la population des sorciers. Réussir une transformation parfaite et spontanée d'un homme en animal demande beaucoup d'études et d'entraînement, et nombre de sorciers ou de sorcières considèrent que leur temps serait bien mieux employé à d'autres matières. Il est certain que les applications pratiques d'un tel talent sont très limitées, à moins qu'on ait grand besoin de se déguiser ou de se cacher. C'est pour cette raison que le ministère de la Magie a tenu à ce qu'on établisse un registre des animagis, car il ne fait aucun doute que ce genre de magie est fort utile à ceux qui sont impliqués dans des activités secrètes, clandestines ou même illicites. Le professeur McGonagall, directrice de Poudlard, m'a demandé de préciser qu'elle était devenue un animagus par la simple conséquence de ses recherches approfondies dans tous les domaines de la métamorphose, et qu'elle n'a jamais utilisé sa faculté de se transformer en chat tigré dans un but de dissimulation, en dehors de ses missions légitimes menées par le comte de l'Ordre du Phénix, ou au cours desquelles le secret de la camouflage constituait un impératif. Encore une fois, J.K. Rowling. Qu'il n'ait jamais existé une blanchisseuse capable de se transformer en lapin reste un sujet ouvert à la discussion. Cependant, certains historiens de la magie ont émis l'hypothèse selon laquelle Biddle avait pris pour modèle de Babity la célèbre sorcière française Lisette de Lapin, qui fut convaincue de sorcellerie à Paris en 1422, à la stupéfaction de Ségald de Moldu, accusée par la suite d'avoir aidé la sorcière à s'échapper. Lisette disparut de sa prison dans la nuit, la veille du jour prévu pour son exécution. Bien qu'il n'ait jamais été prouvé que Lisette était un animagus ayant réussi de cette façon à se glisser entre les barreaux de sa cellule, un grand lapin blanc fut aperçu peu après, alors qu'il traversait la Manche dans un chaudron équipé d'une voile. Un lapin semblable devint plus tard un conseiller très écouté à la cour du roi Henri VI, ce qui a peut-être contribué à la réputation d'instabilité mentale de ce roi moldu. Dans l'histoire de Biddle, le roi est un stupide moldu qui aspire à la magie tout en la redoutant. Il croit qu'il peut devenir sorcier simplement en apprenant les incantations et en brandissant une baguette magique. Ainsi que l'ont démontré depuis déjà 1672 des études approfondies menées par le département des mystères, des sorciers et des sorcières naissent ainsi. Ils ne deviennent pas. Même s'il arrive qu'une faculté aberrante d'accomplir des actes de sorcellerie se manifeste parfois chez des personnes qui n'ont apparemment pas d'ascendance magique, quoique diverses études ultérieures aient laissé entendre que leur arbre généalogique devait bien comporter quelque part un sorcier ou une sorcière, les moldus sont incapables de lancer des sortilèges.
Le mieux ou le pire qu'il puisse espérer, c'est un effet aléatoire et incontrôlable produit par une véritable baguette qui, étant un instrument censé canaliser la magie, contient quelquefois un pouvoir résiduel qu'elle peut libérer à un moment ou à un autre, voir aussi la note sur la tradition des baguettes magiques dans le conte des trois frères. Il est complètement ignorant de la nature véritable de la magie des sorciers, et avale donc facilement les ridicules suggestions à la fois du charlatan et de Babiti. Voilà qui est typique d'un certain type de pensée moldue. Dans leur ignorance, ils sont prêts à accepter toutes sortes d'invraisemblances concernant la magie, y compris l'éventualité que Babiti se soit transformé en un arbre qui puisse encore penser et parler. Il est cependant intéressant de noter que Biddle utilise la moyen de l'arbre qui parle pour nous montrer l'ignorance du roi moldu, alors que, dans le même temps, il nous demande de croire que Babiti peut toujours parler après s'être transformé en lapin. Ce pourrait être une licence ce pourrait être une licence poétique, mais je crois plus probable que Biddle ait simplement entendu parler des animagis sans en avoir jamais rencontré un. Car c'est la seule liberté qu'ils prennent avec les lois de la magie dans cette histoire. Les animagis ne conservent pas la faculté humaine de parler lorsqu'ils adoptent une forme animale, bien qu'ils soient toujours capables de penser et de raisonner. Comme tout écolier le sait, c'est la différence fondamentale entre être un animagus et se métamorphoser en animal. Dans ce dernier cas, on devient entièrement cet animal et par conséquent, on ne sait plus rien de la magie. On oublie qu'on a été un sorcier et il faut l'intervention de quelqu'un d'autre pour retrouver par une nouvelle métamorphose sa forme originale. Je crois possible que, lorsqu'il fait prétendre à son héroïne qu'elle s'est transformée en arbre, et qu'elle menace le roi de subir dans son propre flanc une douleur semblable à un coup de hache, Biddle a été inspiré par de véritables traditions et pratiques magiques. Les arbres dont le bois cher aux baguettes ont toujours été farouchement protégés par les fabricants de baguettes magiques, qui en prennent soin. Couper de tels arbres pour les voler risque de provoquer non seulement la vengeance des Botrucs, qui généralement y nichent, mais également les effets maléfiques des sortilèges de protection dont ils ont été entourés par leurs propriétaires. Pour une description complète de ces étranges habitants des arbres, voir les animaux fantastiques. Donc on parle bien sûr des Botrucs. Et ici, sur le sortilège Doloris, l'Imperium et l'Avada Kedavra ont été déclarés impardonnables pour la première fois en 1717. Des sanctions très sévères étaient prévues contre ceux qui en feraient usage. À l'époque de Biddle, le sortilège Doloris n'avait pas encore été déclaré illégal par le ministère de la Magie et aurait pu précisément provoquer la douleur dont Babiti menace le roi.